Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir ce niveau d'exigence de nos émissions et la ligne éditoriale qui est de plus en plus importante de nos jours. Et bien évidemment, si vous appréciez nos émissions, vous vous abonnez et vous activez la cloche. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Alors aujourd'hui, vraiment une émission toute particulière avec un invité qu'on ne présente plus, Monsieur Gilles Kepel, où là, vous allez pouvoir échanger avec lui parce que vous avez tous les deux une connaissance encyclopédique. Moi, je suis petit, lui... Donc, je vous laisse développer un certain nombre de sujets à partir du livre qui vient de sortir, voilà, où on date le 7 octobre, bien évidemment, 2023, ce qui s'est passé en Israël, pour ensuite développer tout le Proche et le Moyen-Orient, voilà, et toute la problématique du moment. Oui, on partira. Merci d'abord, Gilles, d'avoir accepté de venir votre invitation, participer à cette émission. Bien sûr, on va partir du livre, hein, Le bouleversement du monde, le livre que venez de faire paraître maintenant, et qui fait un point en définitive après, un point post-7 octobre, je dirais. Mais dans cette émission, je pense qu'on peut, évidemment, on va parler du livre, mais je voudrais aussi on essaie d'agrandir un peu pour le problème du Moyen-Orient, hein, et de ce conflit au Moyen-Orient avec, en terminant en particulier par l'Iran, parce qu'on est bien obligé de parler de l'Iran dans ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde parle aujourd'hui de cette affaire, de ce qui se passe au Moyen-Orient, le combat entre Israël et le Hamas, le combat entre Israël et le Hezbollah, enfin bref, tous les combats livrés actuellement par Israël. D'abord, première question, c'est est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'il allait se passer quelque chose comme ça, ou alors simplement c'est un engrenage qui arrive à un moment où ça ne peut qu'exploser, où la marmite ne peut qu'exploser? Merci d'abord encore une fois pour votre invitation. Et puis, en fait, Alain Juillet est un homme qui sait et qui parle peu. Moi, je suis un homme qui parle, donc qui sait beaucoup moins. Donc, c'est réciproque. Le livre, Le bouleversement du monde, comme son nom l'indique, ne se limite pas au Moyen-Orient. C'est-à-dire que on part du 7 octobre comme un moment qui va tout faire basculer, jusque et y compris les fondements moraux de l'ordre mondial tel qu'établi après 1945, où l'on a considéré, avec la création de l'Organisation des Nations Unies à San Francisco, que le génocide nazi était l'abomination et l'horreur absolue, que tout serait fait pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Entre autres choses, le plan de partage de la Palestine, qui va prévoir notamment, à l'automne 1947, un havre pour le foyer national juif qui aboutira à la création d'Israël en 1948. Je le rappelle, puisque ce n'est pas juste un point d'histoire, c'est l'objet aujourd'hui d'une polémique incessante que M. Netanyahou a fait à Emmanuel Macron, qui n'a fait que rappeler la chronologie. Alors après, on peut insister sur 48 ou 47, mais bien évidemment, la connaissance de l'histoire n'est pas complètement anodine. Ce génocide de nazis est aujourd'hui relativisé par tous ceux qui se réclament du Sud global et qui considèrent que le vrai génocide, c'est celui qu'Israël a effectué à Gaza contre les Palestiniens, avec les 42 000 probablement, enfin, civils et militaires confondus, morts, dénombrés par le ministère de la Santé du Hamas, expression dans laquelle il y a le ministère de la Santé, mais il y a aussi du Hamas. Donc, mais on n'a pas d'autres sources d'information. Et donc ça, c'est très important parce que ça signifie aussi que pour ceux qui veulent promouvoir cette nouvelle vision du monde, qui d'ailleurs se retrouvent ces jours-ci, sont retrouvés à Kazan, en Justement, Russie, quand il y a eu la réunion des BRICS, invité voilà, par M. Poutine, qui ne va plus aux réunions dans les autres pays qui ont reconnu la souveraineté de la Cour pénale internationale parce que les autorités d'État seraient obligées de l'arrêter et de le remettre au juge de la CPI, où il pourrait être en cellule à La Haye, à côté, dans une cellule voisine peut-être de Netanyahou et de quelques autres, si tous ces gens étaient effectivement incriminés. Donc, ce serait l'ONU pourrait se tenir à La Haye dans un couloir pénitentiaire, pourquoi pas, qui aussi pose des questions sur la juridicisation du système international et sa signification réelle. C'est clair. Des enjeux énormes. C'est tout à fait. Voilà. Mais et donc à Kazan, Poutine donc a reçu tout le monde, les Chinois, Modi, et puis est arrivé Cheikh Mohammed Ben Zayed des Émirats, le maréchal Sissi.
les BRICS regroupant tous ces États qui se réclament du Sud. Alors, Poutine a dit aussi de l'Est, parce que la Russie dans le Sud, certes, il y a le réchauffement global, mais enfin, l'Arctique n'est pas encore tout à fait le même climat que les tropiques. Mais on a bien vu que Vladimir Poutine s'efforçait de regrouper tous les pays qui étaient en partie, faisaient partie de l'ancien bloc de l'Est et de l'ancien tiers-monde, autrefois, pour créer une sorte d'alliance gigantesque contre l'ancien Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe occidentale, plus le Japon, l'Australie, disons. Et ça, c'est quelque chose qui se joue en grande partie au Moyen-Orient. Et le 7 octobre en a été le déclencheur, puisque l'objectif, c'est de dire que le génocide qui serait commis par Israël à Gaza, qui aurait été commis, qui serait toujours par Israël à Gaza, est en réalité l'aboutissement du vrai crime majeur dans l'histoire de l'humanité, qui n'est plus le génocide nazi, parce qu'on ne sait pas, ça fait longtemps que ça s'est passé, on ne sait pas très bien, parce qu'entre-temps, les réseaux sociaux ont fait que fleurir tous les sites complotistes possibles et des négationnistes. Et en fait, ce génocide, c'est la colonisation. Colonisation dont sont coupables les puissances européennes, les États-Unis. Bon, alors, au passage, la Russie aussi. Hein, la Russie a colonisé, mais par la terre. Tout le tsarisme et du reste l'Union soviétique a maintenu, hein, jusqu'à l'effondrement de l'URSS, les républiques dites musulmanes sous sa coupe. Mais vérité en deçà de l'Oural, erreur au-delà, probablement. Oui, juste pour t'interrompre une seconde, parce que je me souviens quand même quand en Tchétchénie, Poutine a réglé les problèmes de Tchétchénie, on a accusé Poutine de commettre un génocide en ayant détruit Grozny et toutes les villes de Tchétchénie. Donc là aussi, on retrouvait Gaza en définitive. Et c'est allé même jusqu'à tel au point où nous avons accueilli très favorablement les djihadistes tchétchènes et Ingouch, ce qui nous a donné l'assassinat de Samuel Paty et l'assassinat de Dominique Bernard. Exactement, il ne faut pas l'oublier. Qui sont allés beaucoup plus loin que ce qu'ont fait tous les islamistes originaires d'Afrique du Nord, dans la mesure où ils s'en sont pris à l'enseignant de la République lui-même, Paty, au prétexte qu'il avait fait débattre par ses élèves des caricatures, et le malheureux Dominique Bernard, parce qu'il enseignait l'histoire, tout simplement. Et l'histoire présentant une vision du monde dans laquelle Dieu n'est pas, ou Allah n'est pas à l'origine et le prophète n'est pas le modèle, mérite d'être exécuté, ce qui est allé très très loin. Alors, évidemment, après coup, tout le monde dit que c'était prévisible. Donc, je ne vais pas vous décevoir. C'était tout à fait prévisible. Et Netanyahou a une forte responsabilité, puisque la question du Hamas gérant Gaza faisait partie de ce qu'il appelait en hébreu sa conceptia. Alors, je suis arabophone et non pas hébraophone, mais conceptia, ça veut dire conception. Je croyais que c'était un concept. C'est ça, conception, c'est-à-dire que vous avez, partons de François Mauriac en 1945-46, qui dit « J'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux ». Et Bibi Netanyahou aime tellement la Palestine, il est content qu'il y en ait deux. Puisque, comme il ne voulait pas des accords d'Oslo, et que l'autorité palestinienne bénéficiait d'une certaine aura internationale, de ce fait, il limite l'autorité à la Cisjordanie. De Gaza, le général Sharon retira les colonies juives en 2005. En 2011, il y injecte, à la faveur de la libération des prisonniers en échange du soldat israélien, franco-israélien Gilad Shalit, 1027 personnes, du Hamas principalement, ce qui lui donne beaucoup d'aura, mais du Fatah aussi, parmi lesquels Yahya Sinwar. Sinwar, qui était très connu, il a passé 22 ans en prison. Il était traité à tous les sens du terme par le dentiste de la prison, Yuval Biton, un juif d'origine marocaine qui parlait très bien arabe. Du coup, c'était son confident. Après quoi, il a, disons, accru ses émoluments en faisant des plombages, en répétant les conversations, ce qui lui a permis de devenir un informateur privilégié. Et donc, Bibi savait très bien ce qu'il faisait en envoyant Sinwar à Gaza, tel le Kaiser envoyant Lénine en train blindé à Saint-Pétersbourg pendant la Première Guerre mondiale pour faire
effectivement, ça fait imploser le système tsariste, mais ça aboutit à l'URSS. Et donc, effectivement, Sinwar, avec son obsession de la violence, sa cruauté, etc., a mis au pas la bande de Gaza par des purges terribles, d'ailleurs même parmi ses proches, qui sont maintenant assez bien documentés. Et donc le système que Netanyahou avait imaginé, la Conceptia, c'est avec l'aval américain des néoconservateurs notamment, c'était que le Qatar, chaque mois, envoyait cette chose extraordinaire, l'avion du Qatar, de Qatar Airways, qui va de Doha à Tel Aviv, ouais. à Tel Aviv, Ben Gourion. Là, le Mossad prend des sacs de cash dans une Jeep qui l'emmène à Erez et les services égyptiens prennent le volant. Et pendant ce temps-là, les tunnels en question, d'énormes tunnels quasiment autoroutiers creusés sous ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, c'est-à-dire la zone démilitarisée entre Gaza et le Sinaï égyptien, par quoi passait toute la contrebande venant du Sinaï, tiers de contrebandiers depuis l'épisode biblique, comme chacun sait, et où passaient pas seulement les troupeaux de moutons sur pied pour l'Aïd, mais également, et la nourriture pour faire tourner l'argent du Qatar, mais également, et ça c'est ça qui me reste pour l'instant incompréhensible, un arsenal gigantesque venant d'Iran, avec tous les ingénieurs nécessaires pour les fabriquer. Et tout cela a été déclenché le 7 octobre parce que Sinwar, alors il y a plein de choses le 7 octobre, pour lui évidemment, c'est 50 ans, c'est un demi-siècle après octobre 73, donc c'est une instruction d'Allah, si vous voulez. Le 6 octobre 73, la guerre dite du Kippour ou du Ramadan, c'est la divine surprise qui va permettre aux Arabes de faire monter les prix du pétrole, d'infliger une défaite à Israël et de devenir, grâce à l'Arabie saoudite, l'axe du monde qu'ils sont en partie aujourd'hui. Et le pétrole, on va y revenir tout à l'heure, on va voir que la question pétrolière est aujourd'hui très importante parce que c'est ça qui obère la réponse israélienne à l'Iran sur son territoire. L'autre facteur, c'est qu'il y avait un effet de surprise, à savoir c'était la fête de Simchat Torah, donc un peu comme Kippour, si vous voulez, c'était Shabbat, donc les Juifs n'étaient pas Israéliens, étaient particulièrement alertes, et aussi Bibi Netanyahou confiant à l'extrême dans le fait que Hamas pouvait aboyer tant qu'il voulait, mais ne mordrait pas. Et moi, je suivais plus tout à fait uniquement ça, hein, donc quand je me suis intéressé, j'ai repris le dossier, j'ai lu et j'ai écouté toutes sortes de déclarations publiques de Sinwar en arabe à toutes les télés possibles du monde arabe. Et c'est un excellent orateur, d'ailleurs très très violent. Mais on peut imaginer que les gens qui étaient dans des machins à moitié ruinés à Gaza sans beaucoup d'espoir pouvaient être parfaitement portés par ce discours religieux systématique, très très rigoureux, très démonstratif et assez impressionnant comme rhétorique quand on l'écoute en arabe. Hein. Et donc, Bibi avait enlevé les régiments opérationnels autour d'Erez pour les envoyer en Cisjordanie, donner un coup de main aux colons, puisque en même temps qu'il faisait l'enfer à Gaza, pour dire aux Occidentaux, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces fous? Pendant ce temps-là, les colons qui ont 18 députés à la Knesset et dont ils dépendent, les partis de Smotrich et Ben-Gvir, mangent chaque jour un bout de la Cisjordanie avec la perspective qu'ils vont entièrement la coloniser. L'objectif, c'est ça. Et donc, c'est là que Sinwar a saisi l'opportunité. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, je suis sûr qu'Alain en sait plus que moi là-dessus, c'est que, autant qu'on le sache aujourd'hui, à ce jour, autant que moi je le sache aujourd'hui, les Iraniens et le Hezbollah n'ont pas donné leur aval. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Il leur a tordu le bras pour les obliger à le suivre, parce qu'ils pensaient que c'était l'opportunité rêvée pour infliger à Israël des dommages considérables, puis aller commencer à détruire l'État hébreu. Mais l'Iran et son mandataire, le Hezbollah, lui-même créé exprès par l'Iran pour faire pression sur l'État hébreu de manière préemptive pour éviter que les Américains ne tirent sur des sites nucléaires iraniens en étant pleine actualité. Contrairement à ça, le Hamas est un mouvement d'abord sunnite, issu des frères musulmans, qui a fait un mariage de circonstances avec l'Iran pendant les printemps arabes, essentiellement à l'initiative de Sinwar, qui venait de sortir de prison juste avant, et de Haniyeh, parce que pendant les printemps arabes, plus aucun arabe ne s'intéressait à la cause palestinienne. Ils s'intéressaient tous à dégager leur propre despote.
Et donc Mmh. la Palestine qui finissait, Ça qui comptait avait pas. fourni prétexte aux despotes pour dire tout le monde en rentre, sinon je vous mets au trou, Mmh. vive le peuple palestinien, ça permettait d'écraser les populations locales. Du coup, c'est à ce moment-là que l'Iran est apparu en disant à propos, nous on a des choses Mmh. à vous offrir. Et Mais c'était cette excuse-moi, alliance. je t'interromps une seconde, mais pour préciser pour nos amis, hein, que n'oubliez jamais, ça vient d'être dit par Gilles, mais n'oubliez jamais que les sunnites ne sont pas des chiites et réciproquement. C'est-à-dire c'est quand même deux choses bien différentes Alors ça, oui, dans l'islam. vous avez Hein. raison, Alain. Hezbollah et Iran, ce sont des chiites. Hein. Mais ça dépend. Parce Mais que, quand les intérêts sont voilà, communs, ah bah, ça, voilà, bien sûr. c'est ça. C'est du même que les protestants et les catholiques se sont étripés Mmh. dans la Saint-Barthélemy. Les salafistes sunnites détestent les Ouais. chiites. Par exemple, Daesh, qui était salafiste, massacrait des chiites Ah oui. en veux-tu, en voilà, en Irak, et, Oui. et les alaouites de Syrie également, qui sont plus ou moins des chiites. En revanche, il y a eu une alliance Mmh. chiite quand les frères musulmans, après tout ça, se sont alliés à l'Iran. C'est ça. Et par exemple, Saleh al-Arouri, qui était le patron du Hamas à l'époque en exil à Damas, a soutenu la révolte syrienne des frères Mhm. musulmans contre Assad. Oui. Donc Bachar l'a fait filer. Il s'est enfui en Turquie. Et ensuite, les mêmes frères musulmans se sont réconciliés avec, à travers le Hamas, avec la Syrie et l'Iran. Donc, si vous voulez, ils sont différents, mais ils peuvent voilà, s'entendre. voilà, Une question aussi, pour revenir sur un point, parce que c'est important. Le Hamas, donc, on l'a dit, tenait, avec d'une main de fer, tenait Gaza. Mais le Hamas, à Gaza, c'est combien de pourcentage de la population? c'était quand même pas mal de monde. Peut-être moins important que le Hezbollah parmi les chiites du Liban, Oui. puisque le Hezbollah, grâce aux milliards que Oui, l'Iran a à un moment donné, déversés sur ce pays, à la fureur de la société iranienne d'ailleurs, qui en avait marre de se serrer la ceinture pour engraisser le Hezbollah, mais le Hezbollah leur servait de bouclier. Et c'est pourquoi, tant que c'était le Hezbollah qui tapait sur Israël et vice-versa, le territoire iranien semblait immune. Aujourd'hui, c'est bien le problème auquel nous sommes, et qui va sans doute évoluer après les résultats de l'élection américaine. Oui. Est-ce que, justement, Israël va être autorisé par les États-Unis à taper sur l'Iran ou non, puisque ça a des conséquences très importantes en termes, justement, de prix du pétrole, auquel nous revenons. On revient. Mais ce que je voulais dire au départ, Alain, c'est que quand Sinoir lance le 7 octobre, d'une certaine manière, il entraîne dans l'escalade et dans un engrenage dont il ne voulait pas au départ, l'Iran et le Hezbollah. Parce que l'Iran calculait des attaques graduées contre Israël pour miner ses positions. Les Iraniens n'ont jamais imaginé qu'il suffirait de lancer quelques missiles pour liquider Israël. D'ailleurs, quand ils ont fait leurs 2 frappes, elles ont été, alors on ne sait pas jusqu'où elles ont été graduées délibérément et jusqu'où ils ne pouvaient pas faire davantage. Mais là, ils ont été pris dans une spirale, un engrenage, qui a abouti à cette chose qui est la plus terrible pour l'Iran, c'est la liquidation du Hezbollah et l'élimination de Nasrallah, qui était quand même l'un de leurs atouts principaux, l'homme qui avait le plus grand charisme parmi les révolutionnaires du Moyen-Orient, toutes confessions confondues, après la guerre dite des 33 jours, qui était surnommée, donc, où Israël avait attaqué le sud-Liban, comme il le fait aujourd'hui, et avait dû revenir la queue basse, qui avait été appelé par les Arabes la victoire divine, ce qui en arabe se dit Nasr min Allah, c'est-à-dire la victoire d'Allah, qui est, voilà, exactement, un jeu de mots avec Nasr Allah, le chef du Hezbollah. Et donc, de ce fait, il y a eu aussi le 7 octobre quelque chose, probablement, c'est que Sinoir n'imaginait pas à quel point il se serait meurtrier. Il avait prévu de tuer pas mal de monde, de ramener des otages, de les gérer, mais autant qu'on le sache, il ne savait pas qu'il y avait le festival Nova, où il y avait des centaines, des milliers de jeunes et n'ont opposé quasiment aucune résistance. Donc, c'est là où ça a changé complètement. Ça a changé la donne parce qu'on est passé à 1200 morts
250 otages. Et Sinwar s'est trouvé suffoqué par une victoire telle qu'il n'y avait plus aucune inhibition du côté israélien. Et à mon sens, et beaucoup de gens reprochent à Netanyahou d'avoir massacré Gaza, alors, ceux qui disent le génocide, mais même aujourd'hui, en Occident, depuis Biden jusqu'aux Européens, Macron, Scholz, ne parlons pas des Espagnols, même M. Starmer et autres, Mme Meloni, qui disent, d'accord, nous avons soutenu le droit d'Israël à se défendre, la sécurité, après la razzia pogromiste du 7 octobre. C'est pas eux qui l'appellent comme ça, c'est moi. Ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'une razzia. Mais là... là, maintenant, il faut... Voilà, il faut arrêter, parce que les effets pervers de l'opération que mène Netanyahou, dont on voit bien qu'il l'amène pour sauver sa peau politique. Mais ça, c'est clair. Et lui, il sait que quand ça s'arrête, il part en tôle. Voilà, et Il judiciaire. faut le dire, en prison. Or, est-ce que, pour sauver la peau de Netanyahou et le problème qu'il a avec son père, qui préférait le frère qui est mort à Entebbe. Netanyahou avait un frère qui s'appelait Jonathan Netanyahou, qui était le chef, un officier, qui commandait une unité de force spéciale, s'appelait Seyeret Markal, qui était l'unité, le service action, si vous voulez, israélien, et qui a été récupéré par un coup de commando extraordinaire, des prisonniers, des otages, qui étaient dans un avion bloqué à Entebbe, hein, et donc ils les ont récupérés, et le chef donc a été tué. Et donc et Netanyahou, donc c'était son frère, et comme tu viens de le dire, et le père de Netanyahou a toujours considéré que le frère, qui est considéré comme un héros par tout le monde en Israël, c'était lui la personnalité respectable, et que Netanyahou, lui qui était à moitié américain parce qu'il vivait aussi aux États-Unis, c'était en définitive pas grand-chose. Le père, Benzion Netanyahou, était un grand historien. Ah oui, donc quelqu'un qui a, un grand monsieur. De la droite, le mouvement qu'on appelle le mouvement du sionisme religieux de Jabotinsky, mais quelqu'un qui était respecté comme érudit, même par ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et donc, à partir de cette espèce d'hubris de Sinwar, Netanyahou, d'une certaine manière, se sent fondé, parce que le traumatisme est exceptionnel. 1200 morts, c'est le plus grand pogrom juif, même s'ils n'étaient pas tous juifs, ils n'étaient pas tous israéliens, avec quelques travailleurs étrangers aussi, mais c'est le plus grand pogrom de juifs depuis la fin du nazisme. Et ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel Netanyahou va jouer pour mener une politique qui sera celle de la destruction de Gaza. Et quand on a d'un côté ceux qui donc fonctionnent de cette manière, et les autres effrayés par le programme de Gaza, mais qui ne comprennent pas la façon dont les Israéliens perçoivent, et qui expliquent, c'est le fameux slogan « All eyes on Gaza ». Pourquoi pas? Mais « All eyes on Gaza » veut dire qu'on on ne jette pas le regard sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et toute la difficulté pour quelqu'un dans mon genre qui essaie d'analyser les choses, froidement, c'est de maintenir, il ne s'agit pas que chacun soit dans son camp, mais d'analyser les consécutions. Or, si on charge toute la culpabilité d'un côté et qu'on exonère de l'autre, si on raisonne en termes de culpabilité ou de militantisme, on se condamne à ne rien comprendre. Et aujourd'hui, justement, donc pour la faire courte, Israël a été dans une logique d'asphyxie de Gaza, qui passait par les bombardements massifs, la tentative de liquider les chefs, et également, surtout, là, où tout a basculé, c'est quand au mois de mai, ils se sont emparés de la bande de Philadelphie, la bande démilitarisée, et qu'ils ont creusé dessous pour ne laisser plus passer dans les tunnels qu'un peu d'aide alimentaire. Ce qui posait des problèmes avec l'Égypte, parce que l'establishment militaire égyptien, évidemment, qui faisait le contrôle de ce qui passait, prenait, disons, des frais de dossier. Voilà, des frais de dossier. Des royalties. Voilà. Et du reste, il n'a pas échappé à Alain que le patron du renseignement égyptien, Abbas Kamel, a été remplacé tout récemment par son adjoint, faisant état de problèmes de santé. Et je me souviens que la santé des patrons du renseignement est toujours une chose importante en Égypte comme ailleurs, puisque Omar Soleiman, que j'avais rencontré en Égypte, lui était un grand patron. Voilà, c'est lui qui a annoncé que Moubarak partait à la télévision.
Et peu après, on l'a découvert une maladie rare qui a été traitée à Mayo, la clinique Mayo aux États-Unis. Il en est décédé. Donc voilà, là, Kamel a des problèmes de santé, semble-t-il. Bon. Mais effectivement, il y a un changement assez clair en Égypte qui se manifeste comme ça. À partir de ce moment-là, à partir de l'occupation des tunnels, d'une certaine manière, Gaza est asphyxié. Et l'aboutissement de ça, qu'est-ce que c'est comme un tunnel, comme un repère, comme une tanière qu'on asphyxie, le renard sort. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à la mort de Sinoir, qui n'a pas été trouvé dans un tunnel, mais dehors avec de l'argent sur lui. Alors après, maintenant... après, il y a tout l'habillage. Oui, l'habillage dont on ignore bien sûr, exactement comment il a été fait. Voilà, ça fait on construit des légendes. 152 shekels sur lui. Ça, c'est des légendes médiatiques. Même Alain n'y était pas. Et donc... Non, c'est pas dans le coup. Voilà, on ne sait pas où ça, on ne sait rien. Mais donc, cette asphyxie a permis de déplacer le front vers le Hezbollah. Puisque la volonté de Netanyahou, c'était quand même, au point où il en était maintenant, de taper sur le Hezbollah. Et là, l'opération a permis déjà de laver la réputation du Mossad, qui s'était complètement ridiculisé, alors que ce n'était même pas vraiment lui, avec le 7 octobre, parce qu'ils avaient envoyé des notes sur le thème, ils avaient même appelé ça les murs de Jéricho. C'était vraiment le cas de l'appeler comme ça, mais... Le cabinet du Premier ministre leur avait dit, il ne croyait pas. Si c'était vous qui aviez raison, c'est vous qui seriez dans la chaise du Premier ministre et pas lui. Bon. Et l'opération des beepers, effectivement, a impressionné le monde entier, puisque tout le monde comprend. C'est une simplicité, si j'ose dire, biblique, puisque c'est le Hezbollah qui distribue lui-même les beepers piégés. C'est une remarquable opération. Voilà, c'est quelque chose qui pour les professionnels, ça restera dans l'histoire. Enseigné dans les écoles de renseignement assez longtemps. Et ensuite, l'intelligence artificielle, mais peut-être n'a-t-elle pas suffi pour liquider la totalité des patrons du Hezbollah militaire et surtout jusqu'à liquider Nasrallah. Alors, n'étant pas Alain, je ne sais pas exactement jusqu'où on peut se demander pourquoi on a laissé Nasrallah là-dedans. C'est une question qui me semble très curieuse, alors que tout était détruit à côté. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce que les Iraniens ne l'ont pas sorti, ne se l'ont pas mis dans une base exfiltrée. Oui, mais ça bouge, tu sais mieux que personne, ça bouge actuellement en Iran, justement. Bien sûr. Parce que maintenant, il y a des recherches de responsabilité en Iran. Tu as vu dans la force Al-Qod et autres, on commence à mettre en accusation certains hauts dignitaires du système en disant « mais vous avez laissé faire, c'est bizarre », y compris les suspicions d'être des agents du Mossad. Oui, ou on peut aller plus loin, puisque c'est déjà, enfin c'est là qu'on veut en venir, ou que en Iran même, c'est pas juste des histoires d'agents du Mossad, c'est qu'une partie de l'establishment des gardiens a décidé que c'était fini, que ça suffisait comme ça, et que la disparition du Hezbollah signifiant que l'Iran n'a plus de glaive et de bouclier là-bas, il faut changer de modèle. Et qu'il faut sauver l'Iran, et que sauver l'Iran, si ça passe par la mise à côté de la République islamique et des curés, comme ils le disent sur place, c'est pas plus mal. Moi, j'en vois 3 éléments qui m'interrogent dans leur consécution. Alors, à ce stade, il est difficile d'aller plus loin, d'être probant, mais je pense que ce sont des schémas sur lesquels des gens plus sophistiqués que moi réfléchissent. D'abord, la disparition très curieuse de l'ancien président Raïssi dans un accident d'hélicoptère, un vieil hélicoptère Bell pourri qui datait de l'époque du Shah, qui décollait d'Azerbaïdjan où Israël est assez bien implanté. Certes, il ne faisait pas beau, alors on pourra dire que le temps était maussade, ce qui permettra de résoudre le problème. Mais il y avait Amir Abdollahian, enfin ils étaient tous dans un hélicoptère et aucun dans les 2 autres qui se sont très bien posés. Question bizarre, parce que Raïssi, sanguinaire et fanatique, qui jouissait surtout de signer les ordres d'exécution au début de la Révolution pour ceux qui ont la prison divine, qui a lui-même pris en main la répression contre les femmes. Et ça a fait basculer les choses dans le soutien au régime. Il n'y avait pas la guerre civile au jour le jour et l'effondrement de tout. Et c'est ça qui a maintenu certaines classes qui détestaient les curés dans une attitude de prudence. Là,
le basculement, c'est-à-dire avec le voile, avec la persécution des femmes, y compris de femmes de gens de bonne famille, qui étaient plutôt qui s'accommodaient du régime, disons, je crois que ça a fait un basculement. Plus disparition du Hezbollah. Donc, Raïssi se voulait le successeur du guide, 85 ans, cancer de la prostate. Ouais, Et donc, on le fait partie. Il est parti. Le temps était Mossad, je ne peux pas aller plus loin. Et surtout, ils ont mis à sa place Pezeshkian. Oui, qui n'est pas du tout pareil. Physicien, parce que le persan, c'est de l'indo-européen, c'est la même racine. Et donc, médecin, et qui a passé son temps à lire, enfin, qui avait, lui, n'a aucune personnalité. Il est simplement le choix de l'ensemble des différentes factions, le plus petit commun dénominateur, et passait son temps à dire nous voulons nous réconcilier avec l'Occident. Grand tralala pour son intronisation, on fait venir toute la retinue, comme on dirait en anglais, le banc et l'arrière-banc des lèche-babouches du pouvoir, et patatras, Haniyeh est tué par une boîte de chocolat qui explose dans sa chambre. Dans sa table de nuit, oui. Oui, mais enfin, il n'était pas dans l'hôtel cheap du coin. Il était dans la résidence sécurisée. Là, quand même, bon, je fais appel à l'expérience d'Alain et qu'il n'aurait pas confié ça à une femme de ménage à qui il aurait donné a priori, non. 20 centimes. Non, là, il y a vraiment... Là, il y a soit c'est des gens qui sont très infiltrés au sommet. Moi, mon hypothèse, c'est que ça va plus loin. C'est qu'il y a une partie du système qui a dit ça. Et l'hypothèse laquelle je vais un peu plus loin, c'est j'ai du mal à comprendre que Nasrallah ait été laissé dans cet endroit. Alors peut-être qu'on ne pouvait pas le sortir, s'il était sorti, on l'aurait tout de suite vu, mais qu'on l'ait laissé dans la circonférence où tout le monde avait été tué. Donc là, il y a quelque chose qui semble curieux. Et c'est pourquoi il me semblait que l'Iran ensuite allait répliquer au tir, il me semblait qu'Israël ensuite allait répliquer au tir de l'Iran sur son territoire pour venger la mort de Nasrallah, tir qui semble-t-il était un peu mieux ciblé que le précédent, mais pas tant que ça. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas, ça je n'en sais rien, les Iraniens, et on annonce, c'était pire que l'Iran, l'Iran disait attention, demain vous allez voir ce que vous allez voir, bon, et là c'est Israël, État autrement sérieux dans ce qu'il fait par rapport à ce qu'il annonce, qui maintenant, depuis 3 semaines ou plus, un mois, voilà. Donc c'est Israël qui annonce un tir qui n'est pas arrivé, et parce que, apparemment, enfin c'était tout à fait explicite, le président Biden lui a dit « niet ». D'une part, le dôme de fer a supposé d'utiliser énormément d'engins. Il n'y en a plus assez. Il faut reconstituer le dôme de fer. Et entre-temps, c'est les Américains qui fournissent ce qu'on appelle le THAAD. Je parle c'est des systèmes anti-missiles à haute altitude. C'est un peu les SS-400. C'est ceux qui tirent en l'air très haut, parce qu'on peut tirer en bas et aussi en l'air. Pour les missiles. Quand il l'explique, ça a l'air tout simple. Et donc... mais ce sont des officiers américains, des militaires américains qui sont à la manœuvre. Ah oui, ça c'est eux qui conduisent. Donc les Israéliens dépendent totalement pour leur sécurité du oui ou du non de la Maison-Blanche, pour ce qui reste dedans. Et Biden a fait savoir qu'il n'allait pas aider à... ils ont besoin de l'aide américaine. Il y a même eu un fuitage, comme on dit en très mauvais français, tout à fait étonnant, venant du Pentagone, des documents des cibles israéliennes. Alors maintenant, on explique que c'est une américaine d'origine iranienne, etc. On l'a pas, on l'est toujours en place, j'ai remarqué. Bon, et donc ce sont des gens que je connais d'ailleurs. Et il est clair qu'il ne peut pas y aller parce que on est dans la période qui précède l'élection présidentielle. Biden ne pouvait pas dire ça parce qu'on voyait bien que, et on a vu aussi que M. Arakchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a découvert l'adresse de différents endroits étonnants comme l'Égypte et autres, où il est allé il n'est pas allé depuis 10 ans, il est allé les voir tous pour leur dire, bon, on peut imaginer ce qu'il leur a dit, c'est bon, si on nous tape, c'est pas compliqué d'envoyer un pétard dans les raffineries saoudiennes de Khomeis et Abqaiq, comme ça a été fait en 2019. 65% de la production de chute en une journée
hausse de 15% du brut à New York l'après-midi même. Donc là, vous imaginez les routiers et les automobilistes américains, population qui n'est pas déjà très encline à voter Harris, va voter encore plus pour son adversaire. Donc le calcul, c'était, on y va. Et donc on voit comment, paradoxalement, d'où le bouleversement du monde, on voit comment un enjeu comme celui-là retrouve, comme en 73, un enjeu à la fois hydrocarbures et même élection américaine, puisque l'élection américaine, d'habitude, c'est « It's the economy, stupid ». La politique étrangère n'a pas d'effet, sauf si cette politique étrangère a une odeur de pétrole. Or, il y a plus de conducteurs de moteurs thermiques qu'il n'y a d'engins mécaniques, qu'il n'y a de propriétaires de puits de pétrole au Texas, aux États-Unis. Ben, je crois que c'est une magnifique conclusion pour notre émission de ce jour. Et merci Gilles, par toutes ces explications. Je pense que pour vous auditeurs, c'est une belle occasion. On a pu balayer toute cette histoire, mais surtout voir la continuation. Parce comme ça a été dit dans le livre, dans Le bouleversement du monde, dans le livre de Gilles Kepel, hein, il ne faut pas s'arrêter uniquement à un problème local avec tout ce que ça comporte, bien entendu, et tout. Hein, mais il faut essayer de se projeter en regardant un petit peu au-dessus, de remonter pour aller voir plus loin. Et là, vous voyez qu'on part du 7 octobre et on se retrouve en définitive, et de Gaza, et on se retrouve avec l'élection américaine, et on se retrouve aussi avec tous ces problèmes d'opposition entre le Sud et le Nord, avec toutes ces interprétations que nous voyons tous les jours aujourd'hui, et qui vont, dans les semaines, dans les mois qui viennent, après l'élection américaine et après, je dirais aussi, tout ce qui suivra, eh bien, on va voir une évolution complète de notre monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes à un point de bascule. Bien fort celui qui peut dire ce qu'il y aura après, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas rester uniquement en se focalisant sur un point comme le Proche-Orient, comme l'Ukraine et autres. Non. On est rentré dans quelque chose de beaucoup plus vaste et dans lequel tout ça s'imbrique, et c'est ça qui nous a été montré aujourd'hui. Tout se tient et tout nous amène à changer. Merci beaucoup, Alain, d'avoir fait un résumé formidable de ce livre. Merci de votre invitation, en tout cas. Merci effectivement à Gilles Kepel, parce que le monde est compliqué, complexe, et l'intérêt d'inviter quelqu'un comme Gilles Kepel, c'est qu'il a une grille de lecture toujours franche, mais au moins, on ressort d'une émission avec Gilles Kepel avec une compréhension du moment un peu plus établie. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission.